Bonjour, nous sommes aujourd'hui lundi 17 février 2024. À Munich, récemment, dans son adresse aux dirigeants européens, le vice-président américain James David Vance a déploré l'immigration massive imposée depuis trop longtemps aux populations occidentales. Contrairement à de nombreuses réactions hostiles aux propos de Vance, j'y ai vu plutôt des conseils véridiques et non complaisants à des amis. Des conseils de quelqu'un qui aime l'Europe. Je le dis parce que, par amour pour l'Europe, depuis de nombreuses années, je dis moi aussi la même chose. Mais bien sûr, qui suis-je, moi, pour être entendu? Alors, je veux profiter de l'effet Vance pour la promotion de cette réflexion que je porte depuis de nombreuses années à travers ce que j'ai baptisé les 12 règles de l'Homo sapiens. Alors d'abord, pourquoi Homo sapiens? Parce que c'est notre ancêtre commun, l'homme de base, sans instruction spéciale, c'est-à-dire l'homme simple, doté de son observation et de son bon sens. Ce dont nous sommes tous capables, observer, faire preuve de bon sens. Ces 12 règles sont valables pour tout homme, tout peuple, toute communauté, notamment tout pays. Alors, observant l'histoire de l'humanité, voici ce que nous sommes tous en mesure de comprendre. Donc voici les règles de l'Homo sapiens. Alors, j'en parle pour la première fois dans l'Afrique à désintoxiquer, pour ceux qui ont le livre à partir de la page 172, livre qui a été publié en 2018, donc il y a de cela 7 ans. Donc voici les 12 règles de l'Homo sapiens. Premier point, la Terre et tout l'univers, ainsi que tout ce qui s'y trouve, sont à la disposition de toute l'humanité, ainsi que de tous les êtres vivants. L'humanité, espèce intelligente, est responsable de la préservation de toutes les vies et de tous les écosystèmes. Ceci étant, l'homme est un animal territorial et la mémoire de toute nation reste toujours attachée à un territoire. Point 2. Il est légitime pour tout être vivant de vouloir se déplacer partout sur la terre ou au-delà, en vue d'assurer sa survie, d'explorer pour accroître ses connaissances, de rechercher des opportunités d'affaires ou d'accomplissement personnel, de satisfaire sa curiosité, de vivre des aventures, de rechercher des sensations particulières, etc. Les seules limites à cette liberté sont constituées par les moyens de déplacement d'une part, et d'autre part par le respect, quand elles existent, des lois qui régissent les espaces objets du projet de migration. Point 3. Aucune partie de la Terre ou de l'univers n'appartient de façon absolue à personne, ni à aucun groupe de personnes. Ceux qui occupent un territoire le mettent en valeur et arrivent à le protéger, protection militaire et ou juridique et ou diplomatique, donc qui arrivent à le protéger, en sont les propriétaires légitimes du moment et en deviennent les autochtones. En vue de la préservation à long terme de la cohésion et de la paix, il est légitime pour des autochtones d'un territoire d'y maintenir le respect de leur mode de vie, de leurs codes sociaux et de leurs traits identitaires sans avoir à se justifier ou à s'excuser. Point 4. Il est de la responsabilité de toute société politique de sécuriser un territoire à l'intérieur duquel elle s'attelle à offrir une vie décente à ses membres. La société politique est la première responsable de son destin
et de la sécurité existentielle de ses membres. Les dirigeants de la société ont le devoir d'assurer sa pérennité dans ces traits caractéristiques et identitaires qui font sa cohésion. Toute société évolue dans ces traits caractéristiques sur la longue période, mais des dirigeants responsables doivent éviter des ruptures brusques qui sont source de chaos. Point 5. La vie en société implique pour chaque membre du groupe le respect des règles qui donnent des droits et des devoirs établis par les autorités légitimes. Aucune société ne peut survivre longtemps s'il n'y a pas d'abnégation citoyenne générale pour le groupe et qu'une part trop importante de la population abuse de la solidarité générale ou vit au crochet des autres. La justice sociale ne doit jamais dériver vers un système où chacun veut vivre aux dépens des autres, au risque de ruiner la solidarité. Point 6. La première responsabilité de toute classe politique est de garantir pour la communauté dont elle a ou convoite la charge, sécurité des biens et des personnes, cohésion sociale et paix civile, sensation de bien-être, confiance en l'avenir et perpétuation de son existence. Cette responsabilité prime sur toute autre considération, notamment les recommandations de solidarité internationale. C'est-à-dire, on est plus responsable envers sa propre population qu'envers n'importe qui d'autre. Point 7. Tous les êtres humains, quelle que soit leur couleur de peau, ont les mêmes capacités. Ce sont les transmissions de connaissances et des valeurs, qui différencient les sociétés, ainsi que les individus à l'intérieur d'une société. Autant la fermeture sur soi d'une société n'est jamais profitable, autant son ouverture doit se faire prudemment. S'il est important que la population nationale reste largement majoritaire sur le territoire, c'est pour une nécessité fonctionnelle, car c'est elle le ciment de la population totale, chargée d'en préserver sa vocation à la communauté de destin. Ce mécanisme se construit par la transmission des codes et des éléments historiques aux arrivants, en même temps que ces derniers, eux aussi, sont source de lente mutation de l'ensemble du corps social. Le lien qui rattache un individu à un État, la nationalité, doit s'acquérir soit par le sang, qui garantit la transmission filiale des éléments identitaires du groupe, soit comme l'aboutissement d'un processus d'intégration consacré par des attaches réelles et par le temps. Tout homme qui réside et travaille légalement sur un territoire, contribuant ainsi à son développement, acquiert une légitimité à y vivre pour lui et pour sa descendance. Point 8. Tout être humain a le droit d'agir pour ce qu'il croit être le bien de la communauté dont il se sent solidaire. En vertu du contrat social, les membres du groupe formant peuple ont droit à la sécurité physique et matérielle en contrepartie de leur liberté plus ou moins confiée au gouvernement de la société. S'ils se rendent compte que les institutions étatiques sont défaillantes à assurer sa sécurité, le peuple souverain est toujours légitime à reprendre toute sa liberté pour se protéger et changer ses organes de gouvernance. Point 9. Toute société se bâtit sur des fondements que le temps consolide et en fait des bornes que tout réformateur doit manier avec intelligence et respect. Il est de la responsabilité impérieuse des dirigeants de veiller à ce que la nation, quand elle est constituée, reste majoritaire sur chaque parcelle du territoire national. Et que, pour l'ordre public, les éléments historiques de l'identité nationale ne fassent l'objet d'aucune concurrence. L'homme est un animal territorial. Donc permettre la concurrence culturelle sur un territoire revient à l'exposer à plus ou moins long terme à la guerre civile. Des dirigeants qui le permettent exposent la société à de graves périls. Point 10. La vie internationale implique la solidarité
entre les peuples et le respect de la dignité humaine. Pour les dirigeants d'une société, la limite de la solidarité internationale est constituée par tout ce qui peut porter atteinte aux points 6 et 7 déjà évoqués. Il est légitime pour, point 11, il est légitime pour une population qui se reconnaît une apparence nationale ou culturelle et se sent suffisamment nombreuse de vouloir s'autodéterminer pour gérer ses propres affaires ou pour préserver ses éléments identitaires. Quand elle se retrouve majoritaire sur une portion du territoire, même en terre éloignée de son berceau culturel, la tentation est toujours grande de la contrôler, de réclamer toujours plus d'autonomie et même de lutter pour le renversement de l'ordre établi qu'elle a trouvé à son arrivée, voire même de mener la lutte pour son indépendance. Par conséquent, il est de la première importance pour les dirigeants d'un pays de maintenir la cohésion nationale, d'empêcher le communautarisme, d'éviter que se développe une conscience de classe, qu'elle soit sociale ou identitaire. Point 12, dernier point, il n'y a pas de loi universelle valable pour toutes les sociétés. Toute loi n'est valable que pour une communauté qui se la donne souverainement et dont les autorités se donnent les moyens de la faire accepter ou de l'imposer, et surtout capable de contraindre toutes les personnes vivant sur le territoire à s'y soumettre. Si tel n'est pas le cas, la loi devient une recommandation et expose la société à de graves problèmes de cohésion. La classe politique qui permet que la loi soit bafouée au vu et au su de tout le monde n'est pas à la hauteur des enjeux de la gouvernance. Donc ça, ce sont les 12 points, les 12 règles de l'Homo sapiens que j'ai édictées dans l'Afrique à désintoxiquer, publié, comme je vous l'ai dit, en 2018, il y a 7 ans. Avant de continuer, je voudrais vous demander de liker, de commenter, de partager et de vous abonner pour aider la chaîne à évoluer. Alors, comme quelqu'un me l'a déjà dit, finalement, quand on a une réflexion, les livres qu'on écrit, les uns après les autres se ressemblent. Effectivement, je trouvais que les 12 règles que je viens de vous édicter sont tellement importantes, j'y ai consacré un certain temps de mes réflexions, que je les ai reprises dans mon livre suivant, qui est Haine du blanc et monde noir. Donc, pour ceux qui ont le livre, c'est à partir de la page 353, donc qui a été publié il y a 2 ans. Alors, je ne vais pas vous relire les mêmes règles, puisque c'est ce que je viens de vous lire à l'instant. Mais je vais ici lire les réflexions qui l'ont accompagné dans le livre suivant et qui sont tournées autour de l'Europe, exactement comme J.D. Vance, le vice-président américain, l'a fait. Alors voici ce que j'ai écrit, à partir de la page 353. Immigration et règles de l'Homo sapiens. Aujourd'hui, la gauche révolutionnaire a réussi à s'imposer à l'Union européenne pour une immigration massive, agressive et organisée dans un objectif de transformation accélérée du peuplement européen vers la diversité heureuse. Nous le savons, ce n'est point par grandeur d'âme qu'elle défend cette immigration avec acharnement. Et chance pour elle, sur cette question, elle est du même avis que les ultralibéraux pour qui l'immigration présente l'avantage de faire baisser le coût du travail, de la force de travail bon marché venant d'Afrique, comme au bon vieux temps de la traite négrière atlantique. Pour cela, combien de centaines de milliers de migrants sont morts dans le désert du Sahara ou dans la mer Méditerranée? Manipulée par la nomenclatura au service de la haine, l'Europe est arrivée depuis des décennies à se donner un système juridique très élaboré pour garantir toutes sortes de droits et de libertés. Mais exposée à tous les vents contraires, la machine s'est emballée. Ce qu'elle appelle l'état de droit la rend incapable aujourd'hui de réagir face aux agressions dont la société européenne est l'objet.
Les gouvernements ne sont pas en mesure de refouler des bateaux de migrants à leurs frontières maritimes, ni empêcher des installations anarchiques de milliers de migrants dans une ville comme Paris, ni de disperser des manifestations de migrants sans papier exigeant des droits non garantis pour des résidents réguliers. L'Europe, depuis des décennies, marche sur la tête. Périsse la civilisation pourvu que les principes soient saufs. L'Europe ferait mieux de revenir à des choses simples, de bon sens, naturelles, à des règles que l'homme de base, l'homo sapiens, pourrait comprendre. Pour ma part, je lui propose les 12 règles tirées de l'observation de la longue histoire de l'humanité. Des règles valables pour tous les hommes, tous les peuples et tous les pays du globe, à toutes les époques. Elles n'ont pas la prétention d'être parfaites. Elles peuvent même passer pour des règles de primitifs. Mais elles préservent sûrement de beaucoup de déconvenus. Ce ne sont pas les brillants juristes qui manquent à l'Europe. Seulement, ils ne doivent pas oublier qu'en toute discipline, il y a le B à bas. Et en droit, comme en toute autre matière, quand on se perd dans l'intellectualisme et la complexité, au point d'oublier le B à bas, on va à la dérive. Donc les 12 règles observables de l'Homo sapiens peuvent leur servir de B à bas. Donc, je redonne les 12 règles, je ne vais pas les relire, puisque ça a déjà été fait. Et j'accompagne donc les règles par une réflexion qui suit. Ces règles, encore une fois, sont valables pour toute société, pour tout pays. Autant pour le Pérou que pour la Chine, le Botswana, le Maroc, le Danemark, l'Éthiopie ou la Mongolie. Du reste, sans qu'elles soient forcément inscrites dans des lois ou institutions, tous les pays du monde les observent, sauf l'Europe. Cette nouvelle Europe, issue de l'Union européenne, qui se croit suffisamment évoluée et forte pour aller contre ce qui est naturel. Elle est contrainte de s'enfoncer de plus en plus dans des évolutions contre nature par une gauche révolutionnaire qui a noyauté ses principaux organes. Aujourd'hui, cette gauche arrive à contraindre l'Europe à une immigration massive qu'elle organise activement avec ses différents relais associatifs, politiques ou médiatiques. Une nomenclature qui exerce une dictature de minorités actives. Tant qu'elle n'aura pas fait de l'Europe un chaos général, elle n'arrêtera pas. Avec l'Afrique comme instrument et victime collatérale. Un peu plus loin, je continue. Dans la vie, l'intelligence, c'est aussi le savoir en tout temps et en tout lieu, au-delà des lois, quelles sont ses limites, quelles sont ses convenances, quelle est sa place. En Europe, l'islam n'a pas vocation à occuper la première place. Avec tous les égarés qui, trompés par la gauche révolutionnaire, croient que les mots république ou laïcité suffisent à effacer l'âme des peuples et s'engagent dans cette conquête de l'Europe par l'immigration massive, je voudrais rappeler qu'après des siècles de règne sur la péninsule ibérique, les musulmans en furent chassés. Tous. Toutes les nations ont en elles, même sommeillant, une légitime sauvagerie défensive qu'il faut éviter de réveiller. Nous ne sommes peut-être pas loin de la limite de dépossession territoriale supportable pour les indigènes européens. Il faut veiller à ne pas déclencher en leur sein un mouvement de résistance à la dépossession en cours, car alors le vivre ensemble risque d'être gravement compromis. Ce n'est pas parce que votre hôte vous dit « faites comme chez vous » que vous allez exiger la chambre principale pour passer la nuit. Les populations issues de l'immigration récente gagneraient à comprendre que république et laïcité veulent simplement dire « faites comme chez vous », le temps de s'assimiler et d'être vraiment chez soi. Par ailleurs, les autochtones européens, de moins en moins religieux, ne peuvent qu'être inquiétés par des récents immigrés qui revendiquent de plus en plus le respect de leur spécificité culturelle et religieuse. Surtout qu'une partie de cette immigration, radicalisée pour ses exigences identitaires,
se lance depuis des années dans des actes terroristes contre ce qu'elles considèrent comme des nations de mécréants. Les Européens d'aujourd'hui, n'ayant plus la foi de leurs ancêtres croisés du Moyen-Âge, se retrouvent démunis face aux islamistes qui, encouragés par une nébuleuse de gauche révolutionnaire infiltrée dans les institutions nationales et communautaires, agissent en roue libre. Les patriotes européens, sur la défensive, sont moqués par la bien-pensance en extrême droite raciste et fasciste, en xénophobe borné qui refuserait la solidarité internationale, en égoïste qui refuserait de partager le bien-être matériel et la prospérité. C'est une erreur de croire qu'il suffit de prospérité et de bonne politique pour qu'une société vive dans la cohésion, quelles que soient les exigences culturelles et les mentalités des communautés qui la composent. La gauche se trompe à tout réduire au social et au matériel. Pour une société européenne ayant connu des problèmes de cohésion avec les guerres de religion qui l'ont ensanglanté à partir du XVIe siècle, les enseignements de l'histoire devraient conduire à de la prudence dans la gestion des flux migratoires. La minimisation actuelle des questions identitaires est donc une imprudence fautive, car l'Europe n'a pas les capacités de faire une symbiose de toutes les identités de la planète. Ce n'est pas une question de racisme ou de xénophobie, c'est plutôt de la modestie et de l'humilité dans l'appréciation de ses propres capacités. Il est grand temps que politiques et intellectuels européens cessent de surestimer leurs capacités d'intégration, les capacités d'intégration de leur société, faute de quoi ils précipitent l'Europe dans des conflits ethniques qui vont l'enfoncer au cours des toutes prochaines décennies. N'est-ce pas là l'objectif perfide des porteurs de la haine du blanc qui construisent la bien-pensance progressiste imposée aux organes ou institutions nationales et communautaires? Avec la lâcheté de ses adversaires politiques, la gauche révolutionnaire semble avoir désormais les mains libres dans la poursuite de son objectif de ruiner la civilisation occidentale. Donc voici ce que j'écrivais il y a 7 ans, il y a 3 ans dans mes livres, et je suis heureux que l'actualité liée au discours de J.D. Vance me permet de revenir là-dessus, et il nous appartient à nous tous, Européens, Américains, Africains, Asiatiques, de trouver les moyens, les règles de fonctionnement pour une humanité apaisée, pour garantir la paix. Parce que pour l'Europe, pour le rôle que l'Europe a joué dans l'histoire de l'humanité depuis 5 siècles, une déstabilisation de l'Europe coûtera cher à toute l'humanité. C'est ma petite contribution à la réflexion sur ce sujet-là. Je vous remercie et à bientôt.